Donc, je propose qu'on commence puisque je vais d'abord me présenter moi, donc Maguette, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai rejoint les équipes Varnish il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant et quand j'ai rejoint l'équipe, donc Varnish Software a l'habitude d'organiser des événements assez régulièrement. Et donc, moi, j'ai fait la promesse de tenir un événement par an. Donc voilà, donc l'année dernière, on a eu un super événement très convivial, voilà, en face à face à Paris avec des clients et puis des utilisateurs Varnish, voilà, et puis d'autres personnes curieuses ravies de nous joindre. C'était très sympa et donc cette année, malgré les événements, on a quand même voulu tenir l'événement. Et on a quand même voulu faire quelque chose d'assez sympathique, assez convivial. Donc, du coup, on a eu cette idée d'organiser un happy hour. Je suis ravie que ça ait plu aux quelques personnes qui l'aient reçu. Voilà. Je l'ai moi pas reçu, mais en tout cas, je vais participer. J'ai quand même préparé mes ingrédients. Voilà, je suis ravie que ça vous ait plu et donc je vais juste faire une petite présentation de l'agenda et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, parce que bien sûr, il y a la partie cocktail qui sera donc faite par Tess. Je ne suis pas en charge parce que je suis aussi maladroite. Voilà, donc il y aura cette partie-là qui sera très rapide, hein, bien sûr, mais donc après, on pourra profiter de notre cocktail pour écouter Tess, qui fait partie de l'équipe, donc présenter quoi de neuf avec Varnish. Et puis, il y a beaucoup de neuf avec Varnish. Et je remercie beaucoup Guillaume Marchand, qui fait partie de l'équipe OVH et qui a accepté aussi de faire une présentation cette année donc, sur comment OVH optimise son CDN avec Varnish Entreprise. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir une présentation aussi très intéressante de notre client SFR et partenaire Arte. Voilà, donc là, cette année, on a la chance de pouvoir le faire avec Guillaume. Et Bah, merci pour l'invitation. avec Guillaume. Et donc ensuite, Dridi, qui fait partie de nos équipes Varnish, vous présentera, enfin, vous expliquera quand est-ce la faute de Varnish. J'espère qu'il dira pas très souvent, mais je crois que c'est ça, pas très souvent. Voilà. Et puis on aura quelques minutes pour pouvoir échanger par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pendant tout le temps de la préparation. Peut-être même interrompre si l'un des vous laisse la parole. Voilà, n'hésitez pas. Et puis à la fin, j'espère que la discussion sera tout aussi sympa que si on pouvait l'avoir vraiment face à face. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais laisser la place. Oh, bonjour tout le monde. Je m'appelle Thijs, je suis l'évangéliste technique chez Varnish Software. Et Thijs, c'est pas vraiment un nom français et j'ai apparemment un accent. Je suis belge néerlandophone et je me trouve ici en Belgique dans mon petit bureau avec tous les ingrédients et je vais essayer de les montrer à vous. Donc maintenant, il faut qu'on crée un cocktail. J'ai la recette ici avec tous les ingrédients. Donc, pour moi, ça sera un mocktail parce que je ne bois pas d'alcool. Donc, les choses dont on a besoin, j'ai le PDF ici avec tous les ingrédients, notamment le sirop de Blue Curacao. Et pour les gens qui boivent l'alcool, il y a le Blue Curacao et le vodka. Après, dans les ingrédients, il y avait la limonade, mais en fait, c'est Indian Tonic. J'ai un peu de Schweppes Tonic. Et citron vert, orange, et si on peut de faim, on a aussi les Bella Monaco, en fait. Évidemment, les glaçons. Donc, n'hésitez pas à activer vos caméras hein, pour me joindre un peu en faisant la même chose. Donc, il faut ajouter au shaker les glaces pilées. On dit, ben, j'ai les glaçons ici, donc je vais quand même ajouter quelques ici. Voilà. Après, il faut le jus de citron et le jus d'orange. Il faut un demi, donc il faut qu'on coupe un peu. J'ai toutes les affaires ici dont on a besoin. Voilà. Citron vert. Il faut quand même être un peu prudent hein, avec l'ordi, quand même. Orange.
C'est quand même rare qu'en pleine journée de travail, à 4 heures de l'après-midi, on Oui, soit en oui, train de préparer un cocktail. oui, c'est quand même amusant. Hein, Mais oui. c'est très bien, je ne m'en plains pas. Non, C'est assez rare pour que ça fasse plaisir. moi Je non pense que plus. personne ne s'en plaint. Non, C'est pas, on c'est s'en pas- plaint pas, mais c'est la partie de la présentation ou du journée, du webinaire dont je suis le plus nerveux. Donc, parce que Et la on présentation, recrute hein, aussi, hein, si ça vous intéresse. Si vous voulez de faire des créer des cocktails au cocktails boulot. professionnellement, donc, je vais vous montrer, voilà, ce que je suis On en a train dû de avoir faire. un accord écrit de notre manager, donc ça va. Ah, super. Je connais, il est Comme sympa. écrite même. Hein. Voilà, donc, demi-orange, mettre dans le shaker. Maintenant, la même chose avec le citron vert. Il y a déjà des taches sur mon laptop, hein, donc soyez prudents quand même. Première étape, c'est fini. Ensuite, il faut frapper. Je pense que ça signifie qu'il faut fermer un peu ici. Afin qu'il soit plus frais et léger, remplissez votre verre un peu de glace pilée. J'ai encore quelques glaçons ici. Voilà. Et après, arrosez le sirop de curaçao et décorer avec une tranche d'orange. Donc, je vais commencer avec une tranche d'orange. Les ingrédients nous disent qu'on a besoin de 45 millilitres de sirop blue curaçao ou blue curaçao. Donc, c'est ça. Complet. Hein? Hop. Et dans mon cas, 120 millilitres de Indian Tonic. En fait, vous ne travaillez pas chez Varnish. C'est bien ça, là. Oui, j'y travaille. J'ai même le t-shirt hein, ici, donc je peux faire la preuve que je travaille chez Varnish. Il a eu Travail à la une maison. promotion. Il a- N'est-ce pas, Maguette? Voilà. Je suis ton collègue. Hein? Là, pour l'instant, c'est une preuve que vous faites des cocktails chez Varnish. C'est la première fois, c'est pour ça que je suis nerveux. C'est ça, oui. Et vraiment. Pas vraiment et l'impression que tu sois très nerveux. voilà. Pas l'impression Donc. d'avoir un expert en face de nous, mais Expert. C'est aussi la première fois que je prépare un cocktail devant mon ordinateur avec de la glace qui tombe. Expert, vous dites? Je ne pense pas que c'était nécessaire de mettre le tonic dans le shaker. Hein, ah non, peut-être pas. Ah Non. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. J'ai fait la même erreur. Hein. Avec la Oui. pression, c'est Ah, pas une Oui, bonne c'est la idée. pression. Voilà, la preuve en est que peut-être. Je vous rassure, c'est pareil pour moi. Et donc, je suis vraiment l'évangéliste technique de Varnish et pas un cocktail shaker professionnel. Peu importe. Je pense que c'est fini maintenant. On voit que le télétravail fonctionne pas mal quand même. Hein. Non, ça va, Zoom. Il gagne beaucoup d'argent hein, avec tous ces services.
Je veux une photo de vos cocktails après réalisation. Ça va être très compliqué sur l'environnement de travail, effectivement, Maguette. Donc, comme c'est enregistré, je peux vous montrer. Et il y a le logo ici de Varnish en bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et pareil, je vais goûter maintenant. Je suis très, très, très curieux. À la vôtre. À la vôtre. C'est bon ça. Donc, merci Maguette, c'était ton idée. À la vôtre. De Cheers. La rec- À la vôtre. Varnish Lagoon, Santé. c'est bon. Bravo pour l'idée. Oui, l'idée est super originale, c'est génial. Merci. On peut maintenant s'installer confortablement et puis vous écouter. Mon ordi est un peu mouillé à cause de à cause du Schweppes, mais Du Schweppes dans le shaker. oui, mais on va résoudre tout ici. Voilà, Maguette, on commence avec la partie officielle. Et oui, allons-y. Donc, je prends la présentation ici et je vais partager mon écran. Voilà, allons-y. Pouvez-vous confirmer que vous voyez mon écran? Oui. C'est tout bon. D'accord. Donc, de temps en temps, on va se reposer un peu pour boire, hein, donc n'oubliez pas. Quoi de neuf avec Varnish? Ça, c'est la présentation. Et pour faire cela, je vais vous montrer un peu toutes les différentes versions de Varnish dans cette année-ci, 2020. Vous voyez clairement, quand vous regardez en bas, qu'il y a des releases, des versions plutôt bug fix maintenant, mais parfois, de temps en temps, il y a des features. Et la version avec le plus de features importants, c'est en fait le 6.06 R2 qui a été mis disponible le 18 mars 2020. Dedans, il y a TLS intégré, le projet qu'on appelle Memory Governor, je vais vous montrer aussi, et un VMod JWT. Un VMod, c'est l'abréviation de Varnish Module, donc c'est une module écrite en C qu'on puisse utiliser en VCL pour ajouter de la fonctionnalité. Et dans ce cas-ci, c'est JSON Web Token. Et on voit après, il y a VMod Stale, VMod SQLite 3 aussi en mars. Après, il n'y avait pas grand-chose avec le 6.06 R4, mais très important, 6.06 R5, il y avait un VMod pour TLS. Comme on a du TLS intégré, on veut créer une interface dans VCL pour voir y a-t-il une connexion TLS ou HTTP normal, quels sont les paramètres. Et le 6.06 R6, c'est Header Plus, qui est un VMod qui nous permet d'inspecter, modifier les entêtes requêtes et réponses. Après 6.06 R7, pas grand-chose. Et 6.06 R8, on a VeryBot et VMod Resolver. Je vais vous montrer ce que ça signifie. Et très récemment, 6.06 R9, plus de bug fix. Voilà. Mais on ne va pas parler des numéros de version. Je vais vous montrer certaines features et on commence avec TLS parce que TLS est quand même important sur l'Internet au moment présent. Historiquement, et ça c'est un peu bizarre, qu'à l'époque, on ne supportait pas l'HTTPS. Donc, Varnish peut seulement prendre des connexions en port 80, notamment HTTP. Mais on a vu que, fast forward à 2015, que TLS devient plus important et qu'on doit quand même chercher une solution pour pouvoir traiter les connexions HTTPS. Mais on n'a pas créé du support TLS immédiatement en Varnish. On a créé un TLS proxy. Varnish est un proxy HTTP et Hitch, qui a été développé aussi en interne chez Varnish Software, est un proxy pour le TLS. Comme on indique ici dans le titre, Hitch is a lib event-based high-performance SSL TLS proxy. Donc, la vitesse est super importante. Et aussi, comme c'est un service dédié, c'est spécialisé en TLS, tandis que Varnish fait de l'accélération web. Donc, en fait, on reçoit un composant supplémentaire qui se trouve devant Varnish et qui s'occupe du crypto, tandis que Varnish s'occupe du caching. Et il y a un fichier de configuration assez détaillé dans lequel on peut faire la configuration front-end, back-end,
tous les protocoles qu'on utilise, l'endroit où les certificats se trouvent, tout le crypto, quel cipher suite, quel protocole TLS. Donc, pas mal d'options à configurer. Et on est assez fiers de ça. On puisse traiter plus que 100 gigaoctets par seconde sur un seul serveur. Ça a été démontré par des benchmarks qu'on a fait. Mais un jour, un client venait, et il y avait aussi des autres clients qui nous disaient, on aime bien Litch, c'est pas mal, on peut configurer, on a la flexibilité, mais malheureusement, 100 gigaoctets par seconde par serveur, c'est pas vraiment assez. On était un peu étonnés, mais on a pris ça et on a intégré le TLS. Et ça a été annoncé au début de l'année. Donc, en fait, il ne fallait plus avoir du Hitch, mais les connexions HTTPS arriveraient directement sur le Varnish. Ironiquement, ça utilise encore Hitch, la configuration d'Hitch, mais vraiment un sous-ensemble de cela. Voilà un fichier de configuration qui est un peu pareil avec l'autre, sauf qu'il n'y a pas de connexion back-end ni configuration de proxy protocol parce qu'on n'a pas besoin. Même si vous mettez un fichier Hitch traditionnel dedans, on va ignorer tous les paramètres qu'on ne supporte pas. Et à la fin, c'est question de mettre le nouveau paramètre dans Varnish Enterprise, moins A majuscule, qui redirige vers un fichier où se trouve la configuration TLS. Il y a encore le A minuscule où on va faire la configuration du HTTP normal ou des connexions proxy. Donc, tout ce qui concerne TLS se fait dans ce fichier lié à -A majuscule. Voilà. Et on peut traiter des données jusqu'à 150 gigaoctets par serveur. C'est un peu généralisé. On a vu des use cases avec un système benchmark, même plus que 150. Donc, c'est pas mal, c'est très vite et nos clients étaient contents. Ce qu'on a aussi constaté, qui nous étonnait aussi un peu, qu'en faisant cela, on était plus rapide que les produits concurrents avec une consommation de ressources moindre, donc moins de RAM, moins de CPU, et ça nous rend aussi un peu fiers de ça. Voilà, TLS. Maintenant, il faut quand même parler du Memory Governor. J'ai créé cette image pour vous parce que c'est un feature assez important. Donc, le problème principalement qu'on voit en utilisant Varnish, c'est le dimensionnement du RAM. Il faut combien de mémoire pour un serveur en production? Ça, c'est un peu difficile à dire. Mais ce que le Memory Governor fait, c'est la gestion automatique de mémoire. Et je vais vous montrer un problème assez typique. Donc, voilà un serveur de 90 gigaoctets de RAM. Désolé, je dis 90, c'est parce que je suis belge. Je sais, en réalité, c'est 90. Mais je vais quand même dire 90. 90 gigaoctets dans le serveur, dont il y a un peu de réserve. Une réserve de 10 gigas pour le operating system pour le Linux. On reste avec 80 gigas pour le caching des objets. Mais il y a un coût d'exécution quand même. Donc, quand on a des requêtes, il y a la possibilité de overhead des objets. Dans ce cas-ci, c'est 5 gigas. Et aussi Workspace Client. Workspace Client, c'est la mémoire qui est consommée par les traites, par les connexions, par l'exécution de VCL. Et dans ce cas-ci, c'est 5 gigas. Donc, on a plus 80, on a 70 ou 70 en belge pour le caching des objets. Et ça continue. Il y a aussi une partie de mémoire qui s'appelle transient. Et transient, ça garde tous les objets qui n'ont pas une longue vie, une vie de moins de 2 minutes. C'est gardé là-bas. Donc, ce qui nous reste, c'est 65 gigas pour le caching. C'est plus le 90, le 80, hein, les gars, c'est 65. Donc, il y a un peu de problème quand vous voulez garder la réserve. Et ça continue. Quand vous avez des modèles de trafic variable, quand vous avez trafic élevé, le transient, le overhead, le workspace client va être augmenté peut-être à 8 gigas, 6 gigas et 6 gigas pour le transient. La réserve, ça va être diminué. Hein? Donc, et ça continue. Quand on fait une erreur, par exemple en VCL, en changeant le TTL, donc le time to live des objets, à moins de 2 minutes, tout va se trouver dans le transient. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de mémoire et le serveur va planter, en fait. Donc, tourner en boucle. On doit quand même éviter cela. Et ce que le Memory Governor fait, et désolé, j'ai oublié de traduire cela,
c'est limité pas la taille du cache, mais la taille du processus Varnish, en fait. Donc, la consommation de mémoire sera un nombre fixe, tandis que la consommation, le caching des objets va être variable. Ça, c'est ce que le Memory Governor fait. Et on voit que les clients qui ont besoin de beaucoup de scalabilité vraiment profitent de cela. Et ça fait partie du Massive Storage Engine, c'est seulement disponible là-bas. C'est un moteur de stockage qui fait partie de Varnish Enterprise et qui fait la combinaison de mémoire, donc RAM, et aussi stockage optimisé. Et ça fait partie de ça. Donc, normalement, quand on a un fichier de configuration de MSE, on va configurer notre memcache size. Dans ce cas-ci, c'est 90 gigas. Si on le met sur auto, on va activer automatiquement le Memory Governor. Et ça nous donne la possibilité aussi de configurer la taille du processus. Donc, normalement, la taille, c'est relatif, c'est 80% du mémoire complet du serveur qui est utilisé. Mais on peut aussi mettre en place un nombre fixe, pas relatif, mais absolu. Donc, 50 gigas, par exemple. On peut aussi supprimer l'endroit où le fichier MSE se trouve. On peut seulement dire MSE et Memory Target ou avec une taille absolue ou relative en utilisant des pourcentages. Et même si on met rien du tout dedans, même si on fait Varnish D moins S MSE, ça va automatiquement alloquer 80% du mémoire. Il va automatiquement activer le Memory Governor. Donc, c'est assez facile, cela. Voilà. Ça, c'était la deuxième partie. Troisième partie, vMod JWT. Une module pour inspecter, vérifier, modifier les JSON Web Tokens. Donc, quand vous faites de l'autorisation sur des API REST par exemple, on voit beaucoup qu'il y a une sorte d'autorisation bearer avec un token. Je n'ai pas mis le token dedans, mais ça, c'est en fait un JSON Web Token qui peut se trouver là-bas. Et un JSON Web Token, voilà un exemple. C'est presque incompréhensible, mais pour vous, j'ai mis certaines couleurs dedans. Et aussi, il y a des points. Donc, on voit qu'il y a trois composants. Il y a un en-tête, un header, il y a le payload et une sorte de clé cryptographique. Et si on va décoder cela, parce que c'est seulement base64 encode, on voit que ce sont des objets JSON avec l'en-tête qui contient l'algorithme et le type, c'est du JWT qui est haché avec un SHA-256 encryption. Ensuite, il y a la partie en rose qui contient le payload, en fait, les données qu'on veut transférer du client vers le serveur. Donc, il y a le SUP, c'est le sujet. Il y a le name, c'est John Doe. IAT, c'est l'abréviation de Issued At. Exp, c'est l'expiration. Donc, on peut mettre pas mal de choses dedans qui peuvent être inspectées et qui font partie d'une clé d'autorisation, en fait. Et à la fin, il y a une signature HMAC SHA-256 qui protège tout. De sorte que si quelqu'un est un peu malin et ils font un petit changement dans le payload peut-être pour augmenter les permissions, ça ne va pas être valide parce que la cryptographie ne va pas aller. Et normalement, on fait cela au niveau du serveur d'origine, donc on ne peut pas faire du caching dessus. Mais si on utilise notre module JWT, on peut faire la validation au edge, comme on dit. Et le edge, c'est quand même Varnish dans ce cas-là. Donc, ce qu'on fait, on va inspecter cette en-tête autorisation, voir si c'est un bearer avec trois parties séparées avec des points. Si ce n'est pas le cas, on va vous donner une erreur 503, not authorized. Et après, on va faire une extraction du clé et inspecter en utilisant le vMod. Et le vMod a des fonctions comme jwt_reader.parse qui va faire du parsing. Si ce n'est pas valide, il y a une erreur, token is not a JWT. Jusqu'à la fin, qu'on va contrôler la cryptographie. Il y a un clé secret qui a été utilisé pour signer les clés. On va contrôler et si ce n'est pas le cas, on reçoit de nouveau une erreur. Donc, à la fin, on a vraiment un gateway d'autorisation créé en Varnish qui peut faire du caching même s'il y a de l'authentification dessus. Un autre vMod, c'est vMod SQLite 3. Pour les gens qui ne connaissent pas SQLite 3, c'est une base de données super simple et super puissante. On peut avoir accès à une base de données. Ce que je vous montre ici, c'est un exemple où on fait l'ouverture d'une base de données SQLite.db et après, on prend un cookie, non PCL Receive, et si la requête contient un cookie qui n'a pas d'ID ou l'ID qu'on a n'est pas trouvé dans la base de données, on ne peut pas accéder aux pages et on
va être rédigé à la page login. Donc, du nouveau, edge computing, comme on dit, faire l'exécution de certaines logiques dans Varnish, de sorte qu'on peut cacher des choses qu'on ne puisse pas autrement cacher. Évidemment, VMode TLS, après avoir intégré le TLS, il faut quand même avoir un module et ça nous permet de contrôler si la connexion qui a été faite au début est TLS ou pas. Donc, ce qu'on fait ici, c'est une redirection automatique quand la connexion a été faite en HTTP normal. Je ne veux pas vous déranger avec trop de détails, mais je voudrais bien quand même vous montrer que c'est disponible. La module la plus récente, c'est VMode Resolver. Et ce que ça fait, c'est Forward Confirmed Reverse DNS. Un peu plus compliqué. Mais ce que ça fait, c'est ça prend l'adresse IP du client, ça va faire un reverse DNS et contrôler le hostname, le hôte qui correspond, et de nouveau faire un resolving sur cette hôte et voir si c'est le même que l'adresse IP. Si ça correspond, tout est bon et on voit le resolver domain et autrement on reçoit une erreur. C'est une mesure de sécurité. Il y avait des clients qui ont demandé et ça fait aussi partie d'un petit projet qu'on fait ici. Et ça s'appelle Veribot. Et Veribot utilise aussi ce composant-là. C'est un peu caché dans un include que vous voyez ici, Veribot. Et le Veribot va vérifier si la requête vient d'un bot connu. Si c'est un bot, on va afficher les données. Si ce n'est pas un bot, on va protéger. C'est pour faire ou augmenter le SEO des paywalls. Peut-être qu'il y a des journaux qui contiennent du contenu privé pour lequel il faut payer, mais les bots peuvent indexer et c'est pour ça qu'on fait cela. Donc, cette initiative-ci, cet exemple-ci, fait deux choses. Fait le contrôle au niveau de le UA string, le user agent. Donc, le user agent doit contenir ou Google et Bingbot ou Slurp. Et on fait du forward confirmed reverse DNS sur le googlebot.com, google.com, bingbot.com, le Yahoo, le Facebook, n'importe quoi. Donc, si ça correspond, on peut continuer et autrement, on reçoit une erreur forbidden. Donc, on fait cela de temps en temps. On va créer un module avec des fonctionnalités très détaillées et on utilise dans un use case qu'on peut inclure dans notre VCL d'une façon très simple. Voilà. Voilà ce qui est nouveau en Varnish. Il y aura encore des releases, beaucoup de releases avec, on ajoutera encore beaucoup de features, mais voilà ce qu'on a fait en 2020. Merci tout le monde et santé. Je dirais Merci normalement, beaucoup. Merci. y a-t-il des questions, mais on fait cela à la fin avec nos boissons, s'il y a encore quelque chose dedans. Garder pour la fin du coup, et puis maintenant on va laisser la parole à Guillaume, si tu es prêt Guillaume. Oui, alors attends juste 2 secondes que je partage mon écran. Tac. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous me voyez également? Oui. 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 Hop là, ok, parfait. Bah, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Guillaume Marchand, Technical Team Lead chez OVH Cloud. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous avons mis en place Varnish Enterprise au sein de nos produits CDN chez OVH Cloud et en quoi Varnish Enterprise a contribué à l'évolution de nos produits. Alors, pour commencer, un petit peu de contexte. Donc, au sein d'OVH Cloud, au sein de la CTO, on divise les différents périmètres en ce qu'on appelle Product Unit. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, là où on va se focus, c'est sur la Product Unit Web Hosting. C'est là où le produit CDN évolue. Il y a différentes Product Units dans la CTO, comme la Product Unit Network, Bare Metal, ou encore Dedicated Cloud, pour tout ce qui touche au cloud. Nous, côté Product Unit Web Hosting, ça rassemble plusieurs familles de produits, à savoir les noms de domaine, où on retrouve également les zones DNS, la partie Web Hosting, avec l'hébergement des sites web des clients. Et en front de tout ça, la partie CDN, qui est un produit qu'on vend en option de nos offres Web Hosting chez OVH.
Donc sur ce slide, vous allez retrouver quelques chiffres clés avec les 5 millions de domaines, les zones DNS correspondantes. On a un peu plus de 6 millions de sites web hostés chez nous, ce qui représente à peu près 6 milliards de requêtes par jour. Et côté CDN, en front de web hosting, on est à peu près à 300 000 sites web, ce qui représente un peu plus de 2,5 milliards de requêtes par jour. Je vais détailler la présentation de façon évolutive en partant des infrastructures qu'on a déployées pour nos différents produits CDN. Je vais commencer par vous présenter la version qu'on appelle Legacy, la toute première version qu'on avait déployée en 2011. Et ensuite, j'itérerai sur les 2 versions suivantes jusqu'à la version d'aujourd'hui, la version de 2020. Donc à l'époque, en 2011, sur une idée d'Octave, on souhaitait se positionner sur le marché du CDN. Et on avait déployé une première infrastructure dans différents POP à travers le monde à l'époque pour ça. Cette infrastructure de CDN, elle était vendue en tant que produit pour un panel de clients qui pouvait aller du client serveur dédié au client web hosting, en passant par un client qui avait même pas d'infrastructure chez OVH en fait. C'était vraiment un panel de clients assez ouvert. Et l'objectif était de se positionner tout simplement sur le marché du CDN et voir son évolution et prendre les premiers feedbacks suite à ça. J'entre directement dans le fil du sujet en vous présentant l'architecture qu'on avait déployée à l'époque. C'est une infrastructure qu'on avait déployée dans différents POP à travers le monde. Là, je vous présente l'architecture d'un POP. Il faut savoir que chacun des POP qu'on avait déployés était strictement les mêmes. C'était tout simplement un copier-coller des infrastructures qu'on avait déployées à l'époque. Là, sur le schéma, en back-end, j'ai fait figurer la partie web hosting, donc typiquement l'hébergement d'un client là où son site web est hosté. Donc comment ça fonctionnait? Déjà d'un point de vue routage, on utilisait des SICA à l'époque qui étaient là pour annoncer nos IP en Anycast BGP, et on s'en servait du coup pour router l'utilisateur au plus proche de nos POP pour gagner en performance déjà au niveau du réseau et en termes de routage. Derrière, ce qu'on avait comme solution load balancing, c'était du Cisco ACE load balancing, qui était également chargé de faire l'offload SSL. C'est ce qu'on avait déployé à l'époque. Derrière, on retrouvait des machines de type Atom, qui étaient des petites machines avec 4 Go de RAM et des disques SSD de 80 Go. On avait pris le pari à l'époque de prendre des petites machines et de scaler de façon horizontale dans tous les POP en fonction du trafic et de l'intensité du trafic, de scaler en nombre de machines, mais avec des très petites machines qui embarquaient comme technologie la version Varnish Cache open source, principalement pour du caching, et on utilisait du Nginx en reverse proxy pour aller contacter les backends de façon dynamique qui pouvaient être configurés par nos clients. Voilà pour cette première version. Pour résumer, les déploiements ont lieu en 2011. On était situé en Europe, aux US et également en APAC, donc avec la version 3 de Varnish en open source. Au niveau du hardware, donc on était sur du Atom, et puis comme je vous l'ai dit, au niveau du load balancing, on était sur de la CE. Et côté routage, on utilisait le Unicast BGP pour nos annonces d'IP. Donc suite à ce premier produit, déploiement, prise de feedback, livraison client, etc., on s'est rendu compte que l'utilisation qui en était faite venait principalement de nos clients web hosting. Donc du coup, stratégiquement, on a décidé de se refocuser au niveau du CDN sur nos clients web hosting, et donc du coup on est parti dans une nouvelle stratégie de déployer une nouvelle infrastructure CDN plus focus sur nos clients web hosting. L'idée était d'apporter des nouvelles fonctionnalités telles que HTTP2 par exemple, et également suite à la demande de nos clients d'aller un peu plus loin, de pousser un peu plus également les features de sécurité disponibles pour cette version du CDN. Donc je vous expose, comme précédemment, l'architecture de cette nouvelle version, donc, qui était à l'époque déployée en 2015.
chose qui va changer tout d'abord, c'est la localisation des infrastructures. On ne situait plus non plus dans les POP, mais là directement dans nos data centers pour être également plus proche des services web hosting qui étaient derrière, qui hostaient les sites web. Et les principaux changements sont également au niveau de la sécurité et de la partie load balancing. On a quitté tout ce qui est Cisco ACE au profit d'une solution homemade qu'on appelait IPLB NextGen en 2015. Je ne vais pas trop détailler cette solution-là ici, mais c'était une solution qu'on a déployée à base de HAProxy, qui avait déjà été aussi déployée sur nos hébergements et en front de nos clusters web hosting. Pourquoi on a changé cette solution-là? C'est parce qu'en termes de scalabilité et de charge au niveau de l'offload SSL, on a eu des problématiques sur les Cisco ACE, donc du coup on a dû développer notre propre solution en interne pour tout simplement nous faciliter et gérer au mieux les montées en charge. Brique qui apparaît également sur cette version-là, c'est ce qu'on appelle une brique de mitigation, ce qu'on appelle nous en interne Armor, qui se situe en front des IPLB. C'est ce qui va nous permettre de réaliser mitigation L3, L4, gestion des anti-DDoS, tout type d'attaque qu'on vit au quotidien sur les hébergements web hosting et que nous, pour nos clients, on souhaitait traiter le plus en amont possible, à savoir en front du CDN. Voilà pour cette partie. Ce qui a changé également, c'est au niveau du hardware, on est passé sur l'Intel Bare Metal avec des disques beaucoup plus gros, avec un volume de stockage disponible plus conséquent, suite tout simplement au trafic de nos clients web hosting qui augmentait sur la partie CDN. On avait vraiment besoin de plus de stockage. Ce qui évolue également sur la partie software ici, c'est qu'au niveau du varnish, on était passé de la version 3 à la version 4 de varnish open source. Donc là, on a dû passer par toute la phase de refactoring, des configurations du VSTL, qui nous ont permis derrière de gagner en facilité d'upgrade, d'évolution et de maintenance de notre parc varnish. Grâce à cette nouvelle version de Varnish, on a pu également embarquer directement la feature d'HTTP2, ce qui nous a permis de gagner en performance au niveau des sites web de nos clients. Et en termes de sécurité, on a également ajouté la partie rate limit en se basant sur le vmod vsroll. Donc là, le but était d'empêcher certaines attaques sur certaines URL ou typiquement d'empêcher certaines attaques sur les WP admin ou d'éviter les brute force de mots de passe sur les pages de login, etc. auprès des sites de nos clients. Petit changement également sur la partie Nginx qui nous sert également de reverse proxy. En termes de performance, on a aussi activé l'option Brotli à l'époque pour gagner en compression du contenu des données et donc gagner en temps de transfert en fait pour les sites web, pour les pages de nos clients. Derrière, une demande aussi qui était importante pour nous et aux yeux de nos clients, c'était le chiffrement end-to-end des données, donc à savoir le chiffrement de l'utilisateur jusqu'au back-end en cas de cache miss. Donc du coup, c'est pour cette raison qu'on avait activé la couche TLS entre le Nginx et les hébergements de nos clients pour garantir un flux chiffré à 100%. Voilà pour cette partie. Donc pour résumer, c'était un déploiement qui a eu lieu en 2015. C'était en Europe et au Canada. Les versions de Varnish qu'on avait utilisées ont commencé à partir de la version 4 pour aller poursuivre les évolutions jusqu'à la version numéro 6 en utilisant le HTTP2, le vsroll pour être limite comme je vous l'indiquais, la partie Nginx toujours présente avec du Brotli et du TLS. Et au niveau du hardware, au niveau du stockage, on était passé sur du 4x800 en SSD sur chacune de nos machines. Et on avait gardé la partie, ce qu'on appelait IPLB NextGen pour le load balancing et la mitigation. Voilà. Donc suite à cette version 1.5,
Comme entre la version 1.0 et 1.5, prise de feedback, on discute avec nos clients, on voit avec eux ce qu'on peut améliorer, ce qui plaît, ce qui plaît un petit peu moins bien. Ce qui avait été remonté suite à ça, c'était l'impossibilité de configurer dynamiquement les options sur le CDN. Typiquement, dans la première version pour web hosting de 2015, il n'était pas possible de gérer finement des règles de cache pour un contenu, ou il n'était pas possible d'activer, désactiver certaines options dans son manager comme Brotli ou jouer avec le HTTP2, etc. Donc on a pris en compte ces remarques clients, et du coup on a décidé de faire un reload du précédent produit et de se rapprocher de Varnish Enterprise pour répondre au mieux aux exigences de nos clients, à savoir du coup pouvoir configurer de façon dynamique tout ce panel d'options, ajouter des features de performance et également ajouter des features de sécurité. Ce qui était assez souvent demandé par nos clients, c'était surtout la partie WAF également. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison qu'on s'est tourné vers Vanish Enterprise, sachant qu'elle était disponible. Donc, pour résumer les prérequis sur cette nouvelle version du CDN, l'une des problématiques, c'est la configuration par client, c'est-à-dire que chaque client doit être capable de configurer sa propre feature pour son site web. Par exemple, le client A peut décider d'activer Brotli pour son site web X, tandis que le client B, en passant par la même infrastructure, peut décider de ne pas l'activer pour son site Y. Les prérequis également pour cette nouvelle option de web hosting, c'était l'amélioration des performances. Tout d'abord concernant le ratio au niveau du cache hit. L'objectif était d'arriver au plus proche du 100%. Et toujours en termes de performance, la taille de volume en cache a cessé d'augmenter chez nous sur la version 1.5. Donc là, niveau hardware, il fallait quoi qu'il arrive qu'on fasse un upgrade au niveau de la taille du cache et du volume de données disponibles. Au niveau de la sécurité des données, on va retrouver en prérequis la partie TLS, la partie WAF, qui va faire son apparition. Également, feedback client là-dessus. Sur la partie souveraineté des données, c'est quelque chose qui revient assez souvent ces derniers mois, voire ces dernières années. À savoir, comme les clients hébergent les données chez OVH, ils veulent aussi également que tout le trafic géré par le CDN soit souverain, à savoir soit plutôt européen que américain, car beaucoup de nos clients à l'heure actuelle ou utiliser un CDN d'un concurrent américain, ce qui leur posait problème au niveau de la souveraineté. D'un point de vue architecture, donc là je vais vous présenter la nouvelle architecture qu'on est en train de mettre en place. C'est l'architecture qui va supporter la nouvelle option qu'on va mettre en place, qu'on va rendre disponible aux clients d'ici le mois de novembre. Ce sera notre nouvelle version du CDN 2.0 pour le web hosting. Qu'est-ce qui va changer principalement sur cette nouvelle archi? Au niveau de la partie mitigation load balancing, ça ne bouge pas. Là-dessus, on est toujours sur la couche IPLB. Au niveau du hardware, on va passer sur du hardware AMD bare metal, où là, au niveau du stockage, on passe sur du 4 fois 1 Tera SSD NVMe. Et là, la grande nouveauté pour gagner en performance au niveau du ratio cache-hit, ça va être l'utilisation du Massive Storage Engine de Varnish Enterprise, qui va nous permettre, dès le premier cache miss, dès la première connexion au back-end et la récupération de données, de la stocker en local sur nos machines et d'assurer la réplication sur tout le parc de Varnish au sein d'un même data center, ce qui va nous permettre derrière d'avoir directement un cache hit à la prochaine requête provenant d'un utilisateur demandant la même ressource. Changement également, c'est toutes les features qu'on va pouvoir embarquer directement au sein de Varnish Enterprise.
Ça va être le HTTP2, le rate limit comme précédemment, mais cette fois-ci également de Brotli, qui auparavant était géré par le Nginx. Cette fois-ci, grâce à Varnish Enterprise, on va être en mesure de l'embarquer directement au sein de Varnish. La feature de règle de cache qu'on a développée avec les équipes de Varnish, donc je pourrais détailler un petit peu juste après. Il y a du dev mode, il y a du WAF, il y a du HTTPS only, où là on va jouer avec les headers HSTS, on va aussi réécrire le body à la volée pour éviter tout ce qui est mixed content au niveau des navigateurs. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est encore en train de travailler. Et ce qui va changer, grande nouveauté sur cette infrastructure, c'est la présence d'une base de données Redis en local sur chacune des instances de Varnish, qui va nous permettre de stocker et charger à la volée les configurations des clients et du coup les activations, désactivations de features de nos clients pour tout simplement répondre à leur choix technique, leur choix de features en temps réel. Un gros changement également sur cette version, c'est la disparition d'Nginx qui était utilisé avant en tant que reverse proxy et qui nous aidait à faire la couche de TLS. La Varnish Enterprise, embarquant la couche TLS directement, ça nous permet d'attaquer directement nos backends web hosting avec le Varnish Enterprise. Donc du coup, on gagne en performance, car du coup on a un proxy à traverser en moins. On gagne en maintenabilité, en évolutivité, en debug, etc. Ça nous simplifie grandement la tâche là-dessus. Donc voilà pour vous résumer cette nouvelle infrastructure. Donc le déploiement a lieu cette année, donc en 2020, en Europe et au Canada. La version sur laquelle on se base de Varnish Enterprise, c'est la version 6. Au niveau du hardware, comme je vous l'ai dit, là-dessus on embarque du 1 Tera SSD NVMe sur chacune de nos machines. Changement au niveau de la gestion du TLS qui se fait via Varnish. Le MSE et la persistance pour garantir un ratio de cache hit suffisamment élevé, et aussi en termes de rechargement du cache en termes de redémarrage des instances, ça peut arriver. Et puis l'élaboration du coup de la partie dynamique, gestion dynamique des configurations clients, c'est quelque chose qu'on a designé avec les équipes de Varnish. On a même été jusqu'à développer un vmode custom dont je vais pouvoir vous parler juste après. Donc à présent, dernière partie, je vais vous détailler un petit peu comment fonctionne la configuration des features pour nos clients. Donc, si un client souhaite activer ou non son option Brotli, ça passe tout simplement via une API. Donc on-off via une API. Derrière, on va stocker ces configurations-là sur une base de données, dans une base de données. Donc ça, c'est via du PG, on stocke tout ça dans du PG. Derrière, c'est des robots qui vont venir prendre les informations, qui agrègent un petit peu tout ça, qui regardent si tout est OK, s'il n'y a pas d'incohérence. Ensuite, ça va pusher toutes les informations dans les infrastructures de Redis, une infrastructure achat, répliquée, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le Redis. Et ensuite, les Varnish viennent prendre l'information directement dans le Redis qui est en local. Donc pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, j'ai extrait une partie de configuration, un exemple de configuration. Donc là, typiquement, vous avez une configuration pour le domaine dom1.bench, etc. stocké dans le Redis. C'est un domaine qu'on utilisait pour les benches. Donc on stocke sous format JSON dans le Redis différentes informations, telles que là, le dev mode qui a off, le Brotli qui a on, et puis derrière, toute une liste de règles de cache. Ici, on peut voir qu'on souhaite appliquer un TTL de 0 sur les extensions TXT, donc tout simplement ne pas mettre en cache les extensions TXT. Derrière, petit extrait de config, comment ça se passe sur le Varnish. On a une subdinit qui va tout simplement se connecter au Redis en local, etc. Et qui derrière instancie un cache KVStore qui va nous permettre de stocker les informations en RAM directement dans le Varnish pour éviter derrière, aux prochaines requêtes, à chaque fois aller redemander au Redis la configuration pour le client.
sachant que cette phase-là se fait vraiment dynamiquement à chaque requête qui arrive. On inspecte le vhost et on load la conf via le Redis si elle n'est pas déjà présente dans le KV Store. Pour terminer, extrait de conf VCL, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne concrètement. Là, on a une sub qui traite la gestion des options. Donc, en gros, cette sub, elle est chargée de regarder si la configuration est déjà présente dans le KV Store. Si ce n'est pas le cas, on va faire une requête dans le Redis pour charger la configuration du client. Il y a des checks d'erreurs qui sont faits, là je ne les ai pas détaillés. Ensuite, une fois qu'on a récupéré la configuration, on la parse au niveau JSON grâce aux modules qui vont bien côté Varnish Enterprise. On regarde ce qui se passe au niveau DevMod, Brotli, WAF, etc. Si c'est on, si c'est off. Et derrière, tout particulièrement, on va regarder la configuration des règles de cache. Et ensuite, on va faire appel au module custom qu'on a développé avec les équipes de Varnish, à savoir l'appel à ovh.rulematch que vous avez ici, qui prend en entrée l'URL du contenu demandé par le client, derrière la conf de la cache rule, et en fait, ça va itérer sur toutes les confs de règles de cache jusqu'à trouver potentiellement une règle de cache qui match l'URI du contenu demandé, et dans ces cas-là, ça retourne au Varnish en fait le TTL appliqué pour ce contenu. Derrière, le Varnish le stock va appliquer le bon TTL sur le contenu mis en cache de Varnish, et ensuite renvoie le contenu et set le bon header pour l'utilisateur, à savoir le cache control. Voilà pour la partie configuration, et voilà qui conclut ma présentation. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci. 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 C'est tout de suite les questions Les questions, c'est pour après ou... Je pense que ce sera la fin du webinaire de ce que disait Maguette. Si vous les avez notés, effectivement, on va les garder pour la fin. Et puis, vous allez à la personne à qui vous voulez poser les questions. C'est gentil. On va continuer du coup avec Dridi. Et est-ce qu'on m'entend? Oui. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'avoir patienté jusqu'à la dernière présentation donc, de ce webinaire. Mon sujet aujourd'hui, ça va être « Est-ce la faute de Varnish et autre chose à venir du côté Enterprise ?» Donc, je me présente, je m'appelle Dridi, je suis développeur chez Varnish Software. Je travaille chez Varnish Software, un travail dur. Et j'ai choisi de mettre mon travail de développeur de côté et plutôt de faire des retours d'expérience sur les moments où je ne travaille pas à développer nos produits, mais plutôt je travaille avec des clients sur des problèmes de clients. Donc, premier retour d'expérience, je vais appeler le client A, qui arrive avec une campagne de test de performance et il y a un problème. On a une infrastructure assez basique, on a un cluster de clients qui font des tests de charge. Ces tests de charge passent par une appliance réseau qui ensuite passe par le cluster Varnish et qui ensuite, si nécessaire, va jusqu'au cluster de serveur d'origine, le cluster de back-end. Et on a une SLA avec ce client de 100 millisecondes quand on les a aidés à mettre en place leur architecture et on a 30 secondes de temps de réponse. On est un peu loin de l'objectif. Donc, moi en face, j'ai des admin 6 qui font leur travail d'admin 6, qui me donnent des graphes de consommation de CPU pendant le tir de charge, qui me donnent des graphes de consommation de RAM, etc. Puis moi, je leur réponds, c'est bien beau tout ça, mais je m'en fiche. Je voudrais un dump du Varnish log sur toute la durée du test de perf. Donc ça, on l'a fait. J'ai obtenu 23 gigas de log, ce qui en fait, tout à coup, ça devenait mon problème parce que dès que je voulais chercher la moindre information, ça prenait beaucoup de temps et ça rendait l'analyse un peu plus difficile.
Et alors, ce qu'il y a de pire, c'est quand après 10 minutes à chercher parmi les 23 gigas de log, on se retrouve avec pas l'information qu'on voulait, qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est même pas capable d'aller sortir l'information qu'on veut, ou alors vraiment pas facilement. Donc du coup, ces derniers temps, j'ai soumis quelques améliorations à l'outillage qui gravitent autour des logs, et ça me permet au fil du temps, quand je traite avec des clients, d'avoir un outillage globalement plus apte à répondre aux questions que je me pose dans ce type de scénario. À l'époque, c'était tellement dur de travailler avec ces 23 gigas de RAM que finalement, j'ai créé un projet qui s'appelle VarnishPlot. Et avec VarnishPlot, on a dessiné des diagrammes de distribution de la latence. Puisque le problème qu'on avait, c'était les problèmes de temps de réponse, on a regardé. Et ça m'a permis de leur dire de façon très visuelle, je suis formel, au 99e percentile, on n'a que des requêtes qui prennent environ une demi-milliseconde. Et au maximum, on est en dessous de 8 millisecondes. Donc, je leur explique, voilà, vous avez d'un côté votre outil de test qui nous rapporte 30 secondes, de l'autre, on a Varnish qui nous dit tout va bien. Maintenant, peut-être qu'on va chercher ailleurs. Et on a cherché ailleurs, on s'est rendu compte que l'appliance réseau en question était responsable du goulet d'étranglement. Les grosses flèches, c'est pour signifier qu'il y a beaucoup de trafic. Les petites flèches, c'est pour signifier qu'il y a un petit peu de trafic. Donc, normalement, je m'attends à ce que Varnish ait beaucoup de trafic en entrée et beaucoup moins de trafic vers les back-ends, puisqu'on amortit le trafic en faisant du cache. Là, ce n'est pas du tout ce qui se passait. On avait Varnish qui recevait très peu de trafic concurrent. Et du coup, la latence s'accumulait au fil du tiers de perf. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, qu'on a trouvé cet effet entonnoir dans leur configuration, on a essayé de comprendre pourquoi ça arrivait. Quand on a compris pourquoi ça arrivait, on l'a corrigé. Et là, on est toujours au-dessus des SLA, on est à 200 millisecondes, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on reprend la recherche et je ne trouve rien. Je ne trouve rien parce qu'en fait, il n'y avait plus rien à trouver. Les conclusions de ce tiers de perf, enfin de cette campagne de test, c'est que le problème de configuration, c'est une configuration par défaut qui n'était pas compatible avec la topologie de l'environnement de test. Comme on avait très peu de clients uniques du côté du test de charge, on avait très peu de connexions concurrentes en sortie de l'appliance. Moi, je ne suis pas familier de ce produit que je ne nomme pas exprès parce que je ne suis pas là pour taper dessus. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en regardant un peu les diagrammes de réseau en production, on se rendait compte qu'on allait avoir le même problème en production. Et donc, on était content de l'avoir attrapé avant. La raison pour laquelle les 200 millisecondes aussi n'étaient pas un problème, c'est parce qu'on avait un problème de métrique. D'un côté, on avait un outil de test de charge qui nous répondait avec des temps de réponse maximum. Et attention, ce sont les maximums, ce n'est même pas la moyenne. Au maximum, 200 millisecondes. Mais en vrai, un scénario, c'était je récupère une page web et ensuite j'ai toutes les ressources associées, ressources statiques, JavaScript, CSS, images, tout ce que vous voulez, ressources dynamiques, appel l'Ajax et compagnie qui étaient simulées. Voilà, on avait tout ça qui se passait pour presque 100 requêtes. Donc en fait, on était tout à fait dans les mêmes métriques que les 800 millisecondes par requête qu'on observait du côté de Varnish. Et donc, une fois qu'on a réglé ces problèmes de configuration et ces problèmes de communication entre équipes, on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas la faute de Varnish. Donc, je vais continuer avec un autre cas qui est encore une campagne de test de performance chez un client qu'on va appeler le client B, qui est très similaire parce que je suis à peu près certain, même si ça se passe un peu plus de 2 ans plus tard, je suis à peu près certain que c'est le même outil pour les tests de charge. C'est en tout cas la même appliance réseau qui se trouve devant le Varnish et donc le même genre de topologie. Et là, au lieu d'avoir 30 secondes, on a 180 secondes. Mais pour moi, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. C'est dans les deux cas des latences complètement inacceptables. Et donc, même chose, on me donne des informations qui ne m'intéressent pas et je commence par dire Varnish log, s'il vous plaît. Et là, j'obtiens un dump de 6 gigas de log et quand je regarde mon dump, ça ne va pas.
Voilà. Ça va pas. J'ai à 99% déjà des requêtes qui prennent au-delà de 99%, j'ai des requêtes qui prennent plus d'une seconde, voire deux, voire trois, parce que l'échelle est très, très basse. À 99,9, c'est la catastrophe. Et j'ai mon Varnish qui me dit oui, je suis d'accord, pour une fois avec l'outil de test de perf, on monte jusqu'à 180 secondes, c'est une catastrophe. Donc tout le monde est d'accord, il semble qu'il y ait un problème dans le Varnish. Donc moi, je suis un peu gêné. Une fois que j'ai ça, il faut commencer à chercher. Et la première chose que je trouve, c'est qu'en fait, on n'a quasiment aucun amortissement du côté du back-end. On fait très peu de cache et beaucoup de trafic part vers les back-end. Bon, ça, c'est un premier élément intéressant, c'est-à-dire que c'est techniquement pas forcément la faute de Varnish. Mais si on creuse, on peut voir qu'avec la précédente courbe, on observe d'autres choses. Si on regarde la courbe du client A, la courbe rouge, à l'époque où mon script ne produisait qu'une seule courbe, on voit que quand on change de palier de percentile, on passe le palier des 99%, en fait, on change l'axe des abscisses, et donc naturellement, on va étirer horizontalement la courbe. Et ce genre de schéma un peu horizontal de la courbe, on s'y attend parce qu'on change les unités. Si on regarde le client B, voilà, on n'a pas une courbe qui s'étire, on a des plateaux à 30, 60 et 120 secondes, c'est super plat. Et en plus de ça, c'est super plat et ça n'arrive pas au niveau des paliers de percentile, ça arrive entre les paliers. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Et ça, on s'est rendu compte en creusant, on dit OK, on a nos 6 gigas de log, on va extraire toutes les transactions qui ont exactement 30, 60 ou 120 secondes. On s'est rendu compte que 99% de ces requêtes-là, c'était une réponse du back-end avec un statut d'erreur 500 quelque chose, mais un 500 quelque chose qui n'est même pas standard. Donc, on ne sait même pas ce qui se passe du côté du back-end. Donc ça, c'est quelque chose qu'on renvoie aux équipes back-end, à eux d'éclaircir ce qui se passe dans ce scénario. Nous, on prend les 6 gigas de log, on enlève toutes les transactions qui correspondent à ces plateaux, on retrace une courbe, on regarde les tendances, et puis petit à petit, on va essayer de voir chaque chose intéressante, de les sortir jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien qui concerne Varnish. Et on est arrivé à plus rien qui concerne Varnish. Comme j'avais la même appliance réseau qu'il y a 2 ans, je me suis posé la question de est-ce que je pourrais avoir le même effet entonnoir avec un problème de configuration, puisque c'est quand même très similaire. Donc j'ai demandé au client de me tracer cette fois une distribution de la latence, non pas au percentile, mais dans le temps. Et on observe 2 paliers qui ressemblent à 9 secondes et demie et environ 19 secondes, qui ressemblent à un effet entonnoir où quelque chose se retrouve en attente jusqu'à un premier palier que je n'explique pas. Et un sous-ensemble de ça, visiblement, atteint aussi un deuxième palier. On s'est rendu compte en étudiant ces chiffres qu'en fait, encore une fois, problème de communication. On a pris le timestamp qui nous venait de l'outil de test et le timestamp de démarrage de traitement de la requête côté Varnish, on les a comparés et on s'est rendu compte que le timestamp qu'on avait du côté de l'outil de test de charge n'était pas correct et je ne suis même pas sûr qu'il puisse récupérer le bon timestamp pour comparer. Donc pour le moment, on a mis cette piste de côté, mais on la garde quand même sous le coude. Donc les conclusions pour cette analyse-là, c'était qu'il y a un faible hit ratio parce que Varnish est utilisé comme une passerelle plutôt que comme un cache. Et à partir du moment où Varnish fait office de passerelle, on est tributaire finalement des services qui se trouvent derrière le Varnish. Et les services en question sont lents. On a des back-ends, des serveurs d'origine qui ne tiennent pas la charge. Les statuts d'erreur non standards, en fait, c'était des timeouts, c'était un peu facile à deviner en même temps, à 30, 60 et 120 secondes en fonction des ressources. Et en plus de ça, à mesure qu'on éliminait toutes les raisons qui étaient back-end, on s'est aperçu qu'à l'intérieur même du Varnish, parfois on pouvait passer jusqu'à 4 à 10 secondes. Et ça, c'était des services distants qui étaient appelés par des modules. Guillaume, par exemple, a mentionné l'utilisation, je crois, d'une communication avec Redis dans son infrastructure. Et quand on contacte le Redis, on y passe du temps. C'est un service distant.
Donc là, c'était quelque chose de similaire. On avait comme ça un service distant qui était interrogé à partir du VCL de Varnish et ça créait de la latence parfois de manière spectaculaire. Donc l'appliance réseau pour le moment est a priori pas responsable et les conclusions pour le moment, c'est que c'est probablement pas de la faute de Varnish. L'investigation est toujours en cours, mais ce que je voulais dire, c'est pas tellement que c'est jamais la faute de Varnish, même si c'est jamais la faute de Varnish concrètement. Ce que je voulais dire en vrai, c'était avant de pouvoir dire si oui ou non les problèmes viennent de Varnish, il faut perdre les réflexes d'aller chercher les outils d'administration système classiques et commencer par regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un Varnish avant d'aller regarder ce qui se passe dans le reste du système. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans ce genre de scénario, sachez que en tant que client Varnish Enterprise, vous pouvez avoir du temps comme ça avec un ingénieur pour vous accompagner sur ce genre de problématiques. Donc maintenant, je vais parler des choses à venir. Et pour les choses à venir, j'ai fait ma propre sélection. Je ne vais pas parler de l'arrivée du support de Brotli parce que Guillaume l'a déjà fait. Je vais plutôt parler, moi, des choses qui m'intéressent. Donc, il y a le MTLS, le TLS mutuel. De façon classique dans le web, quand on fait du TLS, on va vérifier le certificat du serveur. Quand je me connecte au site de ma banque, je vais m'assurer que si je lance une opération de virement, je suis bien connecté auprès de ma banque. Là, c'est l'inverse. Ça va nous permettre de vérifier en plus du serveur, on va pouvoir vérifier aussi les certificats clients. Donc, si vous avez une architecture type microservice ou si vous avez, avec d'autres entreprises, des services B2B que vous faites passer par du Varnish, vous pourrez ajouter ce type d'authentification forte au niveau TLS directement dans le Varnish. L'autre fonctionnalité qui arrive, qui m'intéresse, c'est le pass spacing. L'idée, c'est que si vous avez une requête qui n'est pas cachable, du coup, vous faites un fetch sur le back-end. Ça peut être un très gros objet qui va n'être servi qu'à un seul client. Donc, plutôt que de le récupérer à la vitesse du back-end, ce qui peut aller très vite la plupart du temps, et du coup, accumuler une grosse réponse en RAM, eh ben, en fait, on va à la vitesse du client. Et donc, on va récupérer sur le back-end au fur et à mesure qu'on avance du côté du client pour éviter de saturer la consommation de RAM. On a aussi des nouveaux produits qui arrivent. Donc, un qui m'intéresse beaucoup, c'est le Varnish Controller. C'est le successeur de notre VAC, la Varnish Administration Console, qui est un outil d'administration de cluster Varnish avec une interface graphique web et une API HTTP. Le Varnish Controller, c'est un peu pareil. On gère des clusters Varnish avec une interface web et une API HTTP pour ceux qui sont plutôt dans l'automatisation. Sauf qu'on repart sur des bases beaucoup plus modernes. On ne supporte que du Varnish 6. On ne s'encombre pas de supporter d'anciennes versions qui sont supportées pour nos clients pour de la maintenance uniquement, mais pas pour des nouvelles fonctionnalités. Et donc voilà, ce sera la VAC, mais en mieux. Donc j'attends beaucoup le Varnish Controller et j'attends aussi la prochaine version de Scoreboard dont je parlerai plus tard. D'autres choses aussi à attendre qui moi m'intéressent mais qui ne sont pas forcément les plus sexy, c'est si jamais on a des clients qui sont sur des versions vraiment récentes de système d'exploitation et on en a parce qu'on a de la demande, par exemple pour du Red Hat 8, ces systèmes sont pour certains partiellement supportés et le support complet devrait arriver rapidement. La raison pour laquelle ça prend du temps de supporter un nouveau système, c'est tout simplement toutes les dépendances qui se retrouvent aussi avec une montée de version. Il faut qu'on vérifie qu'on n'a pas de changement de comportement par défaut, qu'on n'a pas besoin ne serait-ce que même changer la façon dont on utilise la dépendance s'il n'y a pas du code à changer. Par exemple, OpenSSL 1.0, OpenSSL 1.1, grosse différence d'utilisation. Donc tout ça, ça prend du temps, mais ça progresse. Il n'y a pas de problème majeur à ma connaissance. On a eu juste, à ma connaissance, une dépendance qui a vraiment causé un problème majeur qui a retardé l'arrivée de Red Hat 8 à l'époque où on se penchait dessus. On approche. Donc, la Scoreboard, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui me donnait une excuse pour remettre une couche sur Est-ce la faute de Varnish?
La scoreboard en V1, c'est un outil de suivi des workers. On peut suivre des transactions VCL uniquement si elles sont en cours d'exécution. La V2 est beaucoup plus ambitieuse. C'est vraiment une réécriture de l'outil, une nouvelle architecture. Ça permet de suivre tout type de tâches, y compris les tâches en attente, et savoir combien il y a de tâches aussi en file d'attente. L'architecture fait qu'on va pouvoir rajouter des nouvelles fonctionnalités sans s'inquiéter en fait des limitations de la première version, comme par exemple du filtrage, comme on peut le faire pour les logs. Ce n'est pas encore fait, mais les bases sont là pour le faire. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu la scoreboard ou qui n'ont jamais lu l'article de blog pour voir à quoi ça ressemble, on lance le programme Varnish Scoreboard et on a en fait pour chaque thread une ligne qui nous dit voilà le type de transaction dans lequel on est, voilà l'étape dans la transaction où on en est, etc. etc. Bon, il y a quelques problèmes avec cette V1. D'abord, l'utilisation des majuscules, ce qui pour moi est quand même un peu scandaleux. Ensuite, l'utilisation de l'ID de transaction de session qui est pertinent quand on a un client, quand on a un thread qui est sur une transaction cliente, mais qui est moins pertinent quand on a un thread sur une transaction back-end. Et surtout, un résumé des métriques qui est un peu trompeur parce que ça laisse penser qu'on va parler de quelque chose, alors qu'en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Donc, dans la version 2, eh ben, on a la même chose. On appelle l'outil Varnish Scoreboard. Là, on a réglé le problème des majuscules, tout va bien, ça ne fait plus trop mal aux yeux. Mais surtout, maintenant, au lieu d'avoir systématiquement l'ID de transaction de la session, on a l'ID de transaction parent. Comme ça, quand on a plusieurs threads liés les uns aux autres, un fetch backend qui provient qui a été initié par un client ou bien une sous-requête ESI, etc., on peut retrouver la relation entre toutes ces transactions. Il y a aussi de nouveaux types de tâches. On ne va plus suivre que des transactions, on va aussi suivre des nouveaux types de tâches pour savoir où elles en sont. Au lieu de systématiquement voir la tâche comme une requête, du coup, on a une description arbitraire. Quand c'est une requête, on donne des éléments de requête. Quand ce n'est pas une requête, par exemple une probe, on va donner le nom du back-end. Comme ça permet de recouper la tâche avec le back-end en question. Puis dans le cas de l'acceptor, le nom de l'acceptor, si on ne le spécifie pas, s'appelle A0, A1, A2, etc. Et enfin, on a des stats beaucoup plus utiles parce qu'en fait, on va se concentrer sur tout ce qu'on arrive à suivre. Donc, du coup, on n'a pas de limite maximum théorique comme en V1 et on a vraiment une représentation fidèle de ce qui se passe à l'intérieur des pools de threads. Donc, en résumé, la V2, c'est un nouvel outil pour connaître les tâches en cours et leur avancement, puis les tâches en pause et la taille de la file d'attente. Donc, ça, à nouveau, quand vous avez un problème avec votre varnish, ça va vous permettre de savoir si vous avez un problème au niveau du varnish, causé par le varnish, ou peut-être, si c'est un problème, par exemple, des tâches qui prennent énormément de temps parce que vous avez des timeouts trop élevés, etc. Des tâches qui auraient mieux fait d'échouer plus rapidement. Vous pourrez voir, par exemple, si vous avez une tâche qui est démarrée depuis plus d'un quart d'heure à l'intérieur de votre varnish en allant inspecter les threads. J'ai pris un échantillon de bugs de scheduling, tout ce qui est lié au thread, au worker varnish de ces 5 dernières années. J'ai enlevé les correctifs un par un pour voir si je pouvais les observer avec le scoreboard. Avec la V1, je n'ai pas pu en observer beaucoup. Avec la V2, j'ai pu tous les observer. Donc, je pense que ça, c'est un outil, quand il sera disponible en production, qui va nous aider grandement si demain, il y a à nouveau un problème dans Varnish, à trouver cette information plus rapidement et de manière plus fiable. Donc, voilà, c'était tout pour cette présentation. Et je crois que maintenant, c'est l'heure des questions-réponses. C'est bien ça. C'est le moment des questions. Du coup, je vous laisse prendre la parole, peut-être brièvement vous présenter qui parle et puis à qui s'adresse la question. Bonjour, alors Étienne Verlet, moi je suis intégrateur CDN. On a
intègre du CDN pour tous nos clients, donc c'est CDN Tech. D'abord, merci à tous les intervenants, c'était vraiment très intéressant. Moi, il y a des choses que je découvre, des choses que je connaissais un peu déjà, mais je découvre beaucoup, c'est très intéressant. J'ai une petite question qui est un petit peu à côté de ce cadre-là, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai pas mal de mes clients qui me parlent de HTTP2 serveur push. Donc, je voulais savoir aussi, pour Guillaume ou Tige, si vous aviez un avis là-dessus. Et ma question, c'était aussi, qu'est-ce que ça change au niveau moteur de cache? Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour ce genre de choses, c'est-à-dire envoyer les choses en amont au client dès la première requête? Est-ce que ça change beaucoup sur les moteurs de cache côté Varnish? Voilà. J'en profite d'avoir des spécialistes du caching pour poser ma question. Ce que j'ai constaté chez nous, que le serveur push n'est pas vraiment supporté au niveau de Varnish, qu'on ne peut pas vraiment faire un push. Il y a une alternative qu'on aime bien. Pour nous, c'est important de offloader toutes les données de l'origine. Ce qu'on supporte, c'est un prefetch. Ce n'est pas vraiment la même chose que server push, mais en fait, c'est le serveur d'origine qui envoie une en-tête link, peut-être avec une relation push qui indique tous les URL qu'il faut pusher quand on met des CSS, des JavaScript. On a un composant en interne qui s'appelle vmod HTTP qui nous permet de prefetcher tout ce qui entre. Donc, on peut utiliser le syntaxe avec l'entête link pour signifier tous les liens dont on a besoin, les preloader en interne de sorte qu'ils soient disponibles au moment que le navigateur les demande. Donc, ce n'est pas à 100% la même chose parce que ce n'est pas Varnish qui va pousser les données vers les clients, mais ils vont être en cache. Donc, ça va améliorer la situation aussi. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose, mais l'impact est un peu pareil. Ouais, je comprends, c'est très intéressant. Du coup, oui, c'est que la partie préchargement côté serveur de cache, mais pas envoyé vers tous les clients dès la première requête, parce que on parle beaucoup de gâchis entre guillemets de bande passante avec cette technologie, et c'est pour ça que moi j'ai du mal à me situer là-dessus sur est-ce que je dois la proposer à mes clients ou non, parce que peut-être qu'ils peuvent effectivement leurs clients peuvent gagner un petit peu en performance, mais est-ce qu'aujourd'hui, en plus à l'ère de l'écologie, au niveau de l'IT, de ce genre de choses, le gâchis d'autant de ressources me questionne. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais un peu l'avis. Et ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. Et j'ai aussi regardé partout s'il y avait moyen d'implémenter cela. Il y a peu d'implémentation de server push. Ça a été promis dans le spec, en fait. Oui. Et ça me semblait très intéressant, mais comme vous indiquez, c'est pas tellement facile au niveau de consommation de ressources. Nous, Varnish, si on a une implémentation, on pousse les données, même si le client ne demande pas. C'est ça que vous indiquez aussi. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas aussi non plus, mais on fait du prefetch. Donc, si vous voulez que Varnish soit au courant des prochaines données qui seront sans doute dans la requête prochaine, si vous avez un patch, il y a un CSS, il y a des fichiers JS, il y a un ICO, il y a des WebF, il se trouve déjà dans le cache. Mais tout ça, là, je comprends vraiment parce que c'est vraiment intéressant justement entre l'origine et le serveur de cache pour limiter les communications. On envoie tout d'un coup, on sait qu'on va en avoir besoin. Au bout d'un moment, Varnish, il va en avoir besoin de toutes ces ressources. Donc, on sait qu'on peut lui envoyer. Et là, entre guillemets, il n'y a pas de gâchis puisque ça reste que. Après, il va l'envoyer à beaucoup de clients, ce qu'il a téléchargé. Donc, oui, effectivement, ça a du sens. Je n'avais pas vu ça sous ce sens-là. Donc, entre entre les serveurs de cache et l'origine, ouais. Okay. Je vais poser la même question à mes collègues Dridi et Guillaume Quintard. C'est quoi votre avis concernant cela? En fait, si on regarde l'aspect HTTP2, tout ce qui a été fait dedans, l'objectif, c'est réduire la latence. Donc, l'idée du push, c'est de dire j'envoie la requête, je pousse la requête au client. Donc, je vais dire au client, sache que tu as fait cette requête. Et comme ça, je vais pouvoir, sans attendre qu'il fasse lui-même cette requête, commencer à lui servir la réponse. Parce qu'aujourd'hui, avec les bandes passantes qu'on a, quand on a la fibre chez soi, etc., en fait, on peut doubler
peut doubler la bande passante chez un visiteur final. Ça n'améliorera pas, voire même ça pourra faire empirer le trafic réseau, parce que si on a plus de bandes passantes, ça veut dire qu'on peut saturer les buffers des routeurs intermédiaires plus vite. Et ça n'aide pas du tout en fait d'ajouter de la bande passante. Et ce qui est important pour la performance web classique aujourd'hui, c'est vraiment la latence. Et ça, c'était l'objectif, pour moi, qui est quand même un échec d'HTTP2. Le push, il a une faible adoption parce que, en fait, c'est qu'il faut, pour être capable de faire du push efficace, il faut avoir une connaissance très fine de l'applicatif. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je rencontre beaucoup avec Varnish. Quand on écrit du VCL, on manipule des messages HTTP, mais souvent, en fait, on confie Varnish à des admin sys, à des opérateurs réseau, à ce genre de public. Alors qu'en fait, on est en train de manipuler de l'applicatif et du coup, il y a souvent cette déconnexion entre les attentes applicatives d'HTTP et puis les attentes réseau des gens qui vont faire du Varnish. Et ça, c'est vrai aussi, en fait, si on regarde le développeur d'applications web classique n'a pas une connaissance approfondie d'HTTP. On va connaître les méthodes standards de base, get, head, post et compagnie. On va connaître quelques statuts de réponse 200, 404, 500. Et après, quand on va toucher à la sémantique, c'est souvent là où le bas blesse. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été anticipé avec HTTP2 pour le push. C'est le fait que derrière, il faut de la compétence HTTP pour pouvoir l'exploiter. Et tout le monde n'est pas Google. Tout le monde n'a pas une IA de machine learning qui va deviner toute seule quand est-ce qu'il faut pousser des ressources connexes. C'est un peu compliqué, en particulier quand on a… Je comprends la forte corrélation entre justement l'infra au niveau HTTP vraiment et l'applicatif qu'il y a derrière. C'est pas forcément les mêmes personnes qui gèrent. On est confronté à ça tous les jours, effectivement. Et effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle. Merci beaucoup pour les points de vue. En tout cas. Bonjour, Camille Reynaud-Coco, CISAP chez Intersport. Alors, ça fait longtemps que j'utilise Varnish, près de 4 ans. J'ai vu toutes les versions de la 3 à la 4R 10 et 11. Et là, je commence à voir sur Varnish 6. J'ai plusieurs questions à ce sujet-là. La première, c'est effectivement le support sur de la Buster. Vous le prévoyez pour quand à peu près ? Peut-être que Guillaume pourra répondre mieux que moi à ce niveau-là. Même s'il est tôt. Guillaume Quintard, on est d'accord. Oui, Guillaume Quintard. Est-ce qu'il est là? Je retourne dans mon terrier une fois que j'ai répondu à cette question. Camille, j'attends toujours ton gather d'ailleurs. Oui, je sais, je t'ai pas oublié. Pas de problème. Buster, il n'y a pas de souci. On a les packages, on a les repos, ils sont annoncés. Okay. C'est les mêmes informations que pour la stretch. Voilà, tu appliques les infos de stretch sur Buster, tu changes le stretch en Buster dans les fichiers de conf et ça roule. Ok, ça roule. Pas de souci parce que je sais qu'avec de la stretch, quand on avait voulu installer Varnish, alors c'était après tout le micmac TLS 1.0 1.1, par défaut, quand on installait Varnish, il ne fournissait pas d'unit systemd. Il fournissait toujours de l'initd. Donc, j'avais dû faire l'init systemd à la main, donc je me demande si sur Buster ça va être pareil, sinon c'est pas très grave, hein, c'est pas très compliqué à faire. Alors, non, c'est bizarre parce que maintenant sur tout ce qui est en Varnish 6, on est full systemd. Donc ça me surprend. Ah, je suis en Varnish 4 moi encore, hein, donc. Ah voilà. D'accord. Du coup, ta vie est triste et il faut passer à Varnish. Oui, je sais, ouais. On se calme. On a des problématiques clients et pas forcément des problématiques d'ops, hein, malheureusement. Non, tout ce qui est Varnish 6, c'est du pur systemd.
on a décidé de prendre le sujet à bras le corps quand on est passé de la 4 à la 6. Donc c'est du système des partout. Buster, il n'y a pas de souci. On a justement, voilà, cette migration a été faite à la version d'avant. Ok. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et puis de toute façon, s'il y a un souci, tu sais où nous trouver. Yes. Autre question, j'ai vu du coup qu'il va y avoir une nouvelle version de la VAC. C'est très cool d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire depuis la VAC, mais que je ne peux pas faire maintenant en Varnish 4, que j'espère pouvoir faire en Varnish 6. Notamment, aujourd'hui, nous, on ne se sert pas encore de l'API, parce qu'il y a plus ou moins, on commence un peu à s'en servir, mais c'est très léger. Est-ce que plus tard, notamment dans la version de Varnish Controller, si je ne dis pas de conneries, c'est ça, il y aura la possibilité, depuis l'API, d'envoyer du multiban sur des URL totalement différentes qui n'ont pas de pattern en commun? Très attendu côté client, cette fonctionnalité. Parce que nous, on banne à la volée, ça peut nous arriver d'aller ban jusqu'à 160, 200 URL qui n'ont pas de pattern en commun, et du coup, en fait, on le fait à la main parce qu'on n'a pas le choix. Donc, du coup, je voulais savoir si c'était un truc qui allait être prévu, ça, depuis le Varnish Controller, ou si c'était quelque chose qui n'était pas du tout remonté chez Alors, vous. il y a quelque chose qu'on peut éventuellement faire, et en plus, avec Varnish 6, on peut le faire avec de meilleures performances et une intégration plus simple. C'est de l'invalidation secondaire sur clé. Ça veut dire qu'en fait, d'abord, votre client, il faut qu'il tague les réponses pour les catégoriser, faire de la taxonomie. Et comme ça, après, si vous avez des choses qui sont complètement décorrélées, ce n'est pas l'URL votre critère. Si jamais ces ressources partagent un même tag, vous pouvez dire « Ok, je vais invalider par ce tag ». Ça pourrait être une piste. Ouais. Il ne serait pas possible d'injecter un fichier contenant les requêtes justement à lancer directement dans la VAC Alors, une chose que je n'ai pas dite, mais que Guillaume a clarifié dans le chat, non seulement on aura une interface web et une API HTTP, mais en plus, on aura une interface en ligne de commande. Donc ça veut dire que vous pourrez le scripter par-dessus si jamais le multiban n'est pas supporté. Voilà. Petite addition, je pense que c'est une feature. Honnêtement, je ne suis pas au point sur la roadmap, et je pense que c'est une feature qui a beaucoup d'intérêt. Donc on va remonter ça à l'équipe contrôleur, parce que je pense que voilà, c'est bien qu'il soit au moins au courant que c'est une demande côté utilisateur. À savoir, on peut faire quelque chose dans ce goût-là avec quelques vmod, notamment le vmod Synthetic Backend, où en fait on va pouvoir pousser une liste d'URL soit pour les purger, soit pour les prefetcher. Ok. C'est pas forcément prévu pour, mais c'est une utilisation de l'outil qui permet de le faire, plutôt que d'avoir à répéter un message. Okay. Après, c'est une boucle script, c'est une boucle shell, et puis on envoie plusieurs messages. Mais effectivement, je pense qu'avoir un seul gros message avec tout à l'intérieur, ça a plus de sens que de forcer l'utilisateur à faire cette boucle eux-mêmes. Oui, non, bien sûr. Donc, okay, je note et je fais remonter ça. Ok. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà eu des retours de clients qui ont du Varnish en Enterprise sur du cloud, des gros, en fait, du Google, de l'AWS ou de l'Azure? On propose déjà des images pour ces hébergeurs-là. Cool. Ouais. Donc oui, on sait que c'est utilisable et utilisé. Okay. Vous pouvez tout à fait déployer du Varnish Enterprise dans le cloud. Ok, cool. Ouais. Et ces images sont préconfigurées. Hein, donc, si vous lancez un serveur AWS, par exemple, le Varnish va être installé, le Broadcaster, VHA, tous ces composants-là seront préinstallés et prêts à l'utiliser. Intéressant ça. Ok, super. Petit truc, notamment
pour les gens qui passeraient sur du cloud ou sur du cloud on-prem, donc comme du Kubernetes, une des grosses questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour ces environnements qui sont dynamiques, donc avec de la réplication de cache avec des clusters autoscalés ou des backends dynamiques. On a les outils dans Varnish Enterprise, donc, qui ne sont pas forcément utilisés tout le temps sur du bare metal en local parce que les machines ne changent pas tant que ça. Mais dès qu'on est sur de l'environnement qui est beaucoup plus dynamique, voilà. On a ces outils qui sont dans la boîte à outils. Il suffit de piocher dedans. Notamment, Tace, ça a été une de ses premières contributions quand il a rejoint Varnish. Ça a été d'ajouter le support pour l'autoscaling AWS. Ok, super. Et une dernière question, après, je promis, je ne vous embête plus. Aujourd'hui, nous, chez notre hébergeur, pour des problématiques de performance, le Varlib Varnish est monté en TMPFS sur nos machines. Parce que on avait, j'ai bossé aussi chez cet hébergeur-là, on avait en fait historiquement des problèmes assez violents de Varnish qui attaquaient en fait le disque de manière, ça faisait dégringoler les perfs assez violemment. Je me demande si aujourd'hui, avec les nouvelles versions, est-ce que j'en aurai encore besoin ou pas. Après, je pense que je ferai des tests et je vous le dirai. Mais Alors, ce qu'il y a à l'intérieur du Varlib Varnish, c'est vraiment transient, ça n'a pas besoin d'être persisté sur disque. Et si ça arrive, s'il y a de l'IO, c'est qu'en fait, il y a de la saturation de mémoire et qu'il y a des pages qui sont sorties du cache, des pages mémoire. Ça, le TMPFS, ça permet de l'empêcher. Autre chose qui permettrait d'empêcher ça, donc moi, je vous conseille de rester sur du TMPFS. Toujours. Mais voilà, autre chose qui empêchera le système de se retrouver à court de mémoire au point de devoir faire du swap de ce type, c'est tout simplement d'utiliser le Memory Governor. Et comme ça, vous donnez une limite, non pas à la taille de votre cache, mais une limite à la consommation de RAM de votre process. Et voilà, ce problème disparaît. Oui, bah, du coup, ouais, j'ai vu ça avec le Varnish, avec le Memory Governor, que ça pouvait être éventuellement une solution hors effectivement TMPFS. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on restera sur ce système tant qu'on sera en hébergement on-premise. Par contre, le jour où on passera sur du cloud, étant donné qu'on n'aura pas forcément, en fonction du type de cloud qu'on va choisir et d'autres contraintes qu'on a, côté client, je ne suis pas sûre qu'on puisse garder ce système-là très longtemps. Donc, effectivement, je pense qu'à terme, on passera sur du Memory Governor pour s'éviter ces choses-là. Et j'ai fini. Merci. Ouais, une toute petite question qui reprend un peu les discussions qu'on avait eues, notamment avec Guillaume. Donc, Loïc Bernable, je suis architecte, je travaille avec Varnish sur Carrefour FR. Donc, du coup, on est en train d'étudier les possibilités, pourquoi pas, de migrer justement sur des environnements Kubernetes. Et il y avait la question donc on s'était posée, et je la repose peut-être parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une orientation et une recommandation officielle de la part de Varnish de migrer quand c'est possible vers des environnements autoscale, ou bien est-ce que c'est vraiment équivalent et que c'est plus en fonction des choix stratégiques de rester sur du IaaS ou sur des conteneurs typiquement? Moi, je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas répondre concernant l'outil qui commence par un K et qui finit par un S, parce que je ne suis pas la bonne personne pour discuter de ça. Par contre, concernant l'autoscaling, ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous avez un cache persistant, par exemple, ce n'est pas forcément intéressant de faire l'autoscaling de façon assez agressive, ou vraiment quand le trafic diminue, vous retirez des nœuds Varnish.
Parce qu'en fait, on perd un peu les bénéfices de la persistance du cache, notamment au redémarrage, de redémarrer avec un cache chaud. Si vous avez quelque chose purement en mémoire, pourquoi pas, mais même là, j'ai du mal à voir l'intérêt. Non pas que ce soit pas compatible. J'irais juste que voilà, Varnish, c'est là pour amortir le trafic des back-ends. Donc, utiliser Kubernetes en soi, ce n'est pas un problème. L'autoscaling, je serais plus prudent dessus, juste parce qu'en fait, perdre son cache Varnish, c'est aussi perdre tout ce qu'on a accumulé qui permet d'amortir le trafic vers les back-ends. Ok, merci. Très clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Yassine Awadi, ingénieur solution CDN pour Canal+ International. Moi, je rebondis un peu sur j'ai entendu une chose qui m'a fait un peu peur, c'est par rapport au Red Hat tweet. Donc, il y a quelques problématiques. Si vous avez un peu plus de détails sur ça, est-ce que ça concerne seulement la version 6 LTS? Est-ce que ça concerne aussi les versions un peu plus nouvelles, par exemple la 6.5 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, la 6.4? Est-ce que ça concerne du core ou de l'outillage plutôt? Bien sûr. Je vais répondre sur ce point-là. Passer de Red Hat 6 à Red Hat 7, pour les gens qui vivent dans le monde Red Hat, c'était quand même passer de Red Hat 5 à Red Hat 6, on passait de système 6V-init à Upstart, et ensuite de Red Hat 6 à Red Hat 7, de Upstart à systemd, ce qui était quand même des changements assez majeurs dans l'administration du système. Et quand on est passé de Red Hat 7 à Red Hat 8, le premier changement majeur, ça a été le passage de Yum à DNF, même si techniquement dans Red Hat 8, il s'appelle toujours Yum. Et notamment le fait qu'il y ait un module au sens DNF Yum, un module Varnish, où quand on fait Yum install Varnish, on a un Varnish 6 qui est fourni par Red Hat, qui est packagé par Red Hat. Et le fait que ce soit un module Yum, la première difficulté, ça a été, OK, quand je veux installer Varnish+, je ne peux pas l'installer parce que j'ai ce module DNF qui masque les packages qui viennent de nos repositories. Donc ça a été les premières choses auxquelles il a fallu se confronter en termes de familiarisation avec la nouvelle version de Red Hat Enterprise Linux. Moi, je suis développeur Fedora, donc c'est des choses pour moi qui n'étaient même pas nouvelles, sauf que j'avais jamais été de ce côté-là de la barrière, du côté Enterprise où on fait le bon, et j'avais complètement oublié ces problématiques. Donc déjà, il a fallu revoir nos procédures d'installation pour ajouter une étape de désactivation du module pour pouvoir le faire fonctionner. Et ensuite, une chose qui nous a causé quelques problèmes de performance, c'est la mise à jour de JE-malloc en version 5 quelque chose, qui du coup, par rapport en fait à l'intégration assez fournie qu'on a avec le système, notamment avec le memory governor, où on est capable à tout moment de connaître l'empreinte mémoire du process pour la réduire à volonté, et bien, JE-malloc 5 nous posait quelques problèmes d'intégration. Donc ça a été un travail quand même qui a pris pas mal de temps pour le faire fonctionner correctement. Donc ensuite, pour ce qui est de la question de est-ce que ça affecte les versions 6 LTS ou la 6.5 qui est sortie en septembre, c'est une bonne question parce qu'avec ces versions-là, on n'a pas une intégration aussi fine que dans la version entreprise avec le système. Donc, c'est un peu difficile à dire, comme on n'a pas forcément placé beaucoup de R&D à cet endroit-là. Le Varnish fonctionne avec un JE-malloc 5. Le memory governor posait problème.
est-ce qu'il y avait d'autres problèmes pour les versions open source de Varnish? Ça, je ne serais pas capable de le dire. Il faut voir que quand on est aussi en version Enterprise, la version Varnish Cache a très peu de dépendance. Varnish Cache, il a le système d'exploitation, 3-4 bibliothèques à tout casser. Varnish Enterprise, bon ben voilà, prochaine release majeure, enfin prochaine release de Varnish Enterprise, il y a le support de Brotli, nouvelle dépendance, lib Brotli. Pour chaque chose que l'on supporte, ce sont quand même des dépendances supplémentaires. Donc nous, ça nous prend beaucoup plus de temps de les valider. Et encore, Varnish Enterprise, Varnish lui-même, c'est un de nos produits. Après, on a d'autres produits qui viennent autour. Donc je vous laisse imaginer la matrice de dépendance à vérifier. Et c'est ça qui prend du temps. Il y a, à ma connaissance, rien d'inquiétant du côté de Varnish Cache. Nous, on a beaucoup plus de dépendance côté Varnish Plus, Varnish Enterprise à regarder. Et le fait est que, voilà, parce qu'on avait voulu avoir une intégration très fine avec notre système d'exploitation pour le Memory Governor, la montée de version de JE-malloc entre Red Hat 7 et 8 était problématique. Merci. J'avais juste une autre question pour Guillaume, le speaker de OVH. Oui. Par rapport à la dernière archi que vous avez fait, donc la version V2 de votre CDN, j'ai vu que vous êtes débarrassé de la terminaison SSL. Bon, c'est pas du reverse proxy. Le Nginx, c'est ça. Côté origine. Est-ce que vous avez gardé votre solution fait maison pour la partie client vers les moteurs de cache, votre solution TLS, ou vu que vous avez maintenant la version Enterprise avec TLS intégré, vous faites des deux côtés du TLS. Je vous avoue que c'est un peu... Oui, entre la partie Varnish et la partie Origin, là où sont stockés les sites, les hébergements, c'est ça. Et après, entre Varnish et au niveau de cette partie, entre Varnish et l'utilisateur qui demande le contenu du coup. Oui. Là-dessus, on a gardé la même technologie en amont, c'est-à-dire la partie IPLB qu'on a développée chez nous en interne, qui est en charge de l'offload SSL, et la partie mitigation juste en front de cette partie IPLB là en fait. Là-dessus, la brique n'a pas changé pour cette partie-là. Entre le premier CDN dédié à web hosting et la nouvelle version qu'on met en place à l'heure actuelle avec le Varnish Enterprise. Alors moi, du coup, j'ai une question supplémentaire, vraiment par curiosité. Une fois qu'on a passé, l'infrastructure j'imagine, anti-DDoS, ce genre de choses en entrée, est-ce que c'est toujours de l'HTTPS entre cette brique-là et le Varnish? Alors, une fois en fait que tu as traversé l'IPLB, tu arrives au sein de l'infrastructure CDN, au sein du data center. Là, tu arrives dans un réseau privé, un VRAC, etc. etc. L'offload SSL se fait au niveau de l'IPLB. Et ensuite, le flux du contenu entre l'IPLB, le back-end des machines CDN, lui se fait en clair au niveau de l'offload. Car l'offload SSL est fait en front sur l'IPLB. D'accord, merci. Donc le contenu circule en plane dans du temps du VRAC en fait, entre l'IPLB et le Varnish. Est-ce que ça répond à ta question? Pour la mienne, merci. Moi aussi, merci. Ça marche. On va peut-être prendre une dernière question s'il y a. Ok, eh bien, je pense que c'est bon. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me faire parvenir cette question par email. Je ferai remonter à la bonne personne.
Je tiens vraiment à remercier Guillaume qui a accepté du coup de faire cette présentation aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci aussi à mon équipe et puis merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à l'invitation. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, si ce n'est plus. Voilà. Et puis vous avez mes coordonnées puisque j'étais donc votre interlocutrice principale. Si vous avez d'autres questions, d'autres choses à demander par la suite, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était très sympa. Avec Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup.